kilométrage, un véhicule électrique peut avoir un coût d'usage qui soit inférieur à un véhicule à moteur thermique. On n'y était pas il y a 10 ans. Il se trouve aussi qu'on joue sur le phénomène des taxes, ce n'est pas innocent, mais regardez ce qui s'est passé pour le photovoltaïque ou l'éolien. L'introduction au bon moment et pendant un temps limité d'un soutien sous forme de prix de rachat, etc., permet de faire décoller un marché. Le photovoltaïque a un taux de croissance de 50% depuis 10 ans, qui est largement dû à ces mécanismes. Et si vous réduisez la subvention dans les 10 prochaines années, le système est lancé. Donc je veux dire que ce système-là est vertueux parce qu'il permet de faire baisser les prix et à un moment donné, vous pouvez diminuer les taxes d'autant. Donc on s'inscrit aussi dans une dynamique où évidemment, le véhicule électrique ne sera pas toujours subventionné à terme, mais ça permettra de faire les progrès nécessaires. Bon, ça je ne vais pas y revenir, c'est un petit peu une vision des coûts d'usage, mais c'est un petit peu long à expliquer, donc je ne vais pas y revenir. C'est en gros, il y a le problème d'amortissement de la batterie, et on voit que le carburant coûte moins cher, l'électricité par rapport au carburant, comme elle est mieux utilisée, le poste carburant coûte beaucoup moins cher. En revanche, l'amortissement du réservoir, qui est la batterie, est beaucoup plus cher, et donc il faut trouver le bon mécanisme pour arriver à faire un coût d'usage qui soit, pour le client, en tout cas, inférieur ou égal à celui d'un véhicule thermique. Mais ça, c'est plus ce qu'on appelle le business model. Alors, par contre, il y a des conditions de développement qui sont liées à l'infrastructure. Le client doit quand même être rassuré sur sa capacité à recharger rapidement et partout. Pourquoi ? Parce que certes, il va recharger chez lui à la maison, mais ça prend plusieurs heures. Et puis, s'il est dans une situation un peu critique, il a besoin d'avoir des points de recharge. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il y a besoin d'avoir un consensus entre pouvoir public et énergéticiens, d'où toutes les discussions qui se passent en ce moment, justement, entre ces deux partenaires, avec l'État. Il y a, à la suite des États généraux de l'automobile, entre autres, mais il y a des choses qui se préparent en ce moment en France. Il y a besoin aussi d'harmonisation européenne et une politique incitative. Tout ça est en train de se mettre en place. Voilà. Alors, le point de vue du client, comme je disais, c'est il a son véhicule, il a sa batterie, et puis il a besoin d'une assistance sur l'électricité qu'on va lui fournir, l'infrastructure, la navigation. L'électricité, il faut voir aussi qu'il va pouvoir se la procurer chez lui, dans un lieu public, éventuellement dans une station particulière dédiée, ou éventuellement chez un voisin ou un ami. Donc comment le problème de la facturation devient aussi un problème en tant que tel, puisque avant on allait à une station-service, c'était clair, on achetait tant de litres, on le payait à cet endroit-là. Là maintenant, on va acheter l'électricité, on retrouve un modèle qui ressemble un peu à celui des téléphones portables du point de vue de la facturation. Voilà, donc ça aussi, ça impacte un petit peu ça modifie un petit peu le schéma des opérateurs. Le schéma des opérateurs. Alors la standardisation, elle progresse. Ça, c'est simplement, j'ai fait un extrait d'une annonce d'une réunion qui a eu lieu donc il y a un mois, un peu plus, et qui est un consortium entre constructeurs automobiles et énergéticiens. Vous retrouvez EDF, mais vous avez aussi RWE, vous avez NDSA, vous avez Enel. Et puis tout ça pour discuter sur la standardisation des prises de recharge, des modalités de recharge, de manière à ce qu'au niveau européen, on n'ait pas 36 standards. Donc ça, c'est en train de se faire en ce moment. Alors, pour Renault, il va y avoir un premier marché à fort volume qui est Israël. Alors, c'est un accord qui a été signé début 2008. Alors, il se trouve qu'Israël combine un certain nombre de facteurs qui font que les conditions sont propices. Une géographie d'une population assez concentrée, donc autour de Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa et un peu au sud, Beersheba. Un ensoleillement qui fait qu'à terme, ils n'auront peut-être pas de nucléaire, mais ils peuvent avoir beaucoup d'énergie solaire. Ils ont beaucoup d'énergie solaire, donc une possibilité d'avoir de l'électricité renouvelable. En tout cas, ce n'est pas le cas maintenant, mais ils ont un potentiel très fort. Ils ont une volonté politique qui s'est traduite entre autres par le fait de diminuer les taxes pour les véhicules électriques, parce qu'il y a une taxe à l'achat d'un véhicule très élevée en Israël pour un véhicule thermique, et de la diminuer de manière tellement sensible que ça revient à faire une prime de plus de 5 000 € en tout cas par véhicule. Et un partenariat
avec un opérateur qui s'appelle Better Place en l'occurrence, qui est un opérateur qui a justement veut prendre en charge la partie interface entre énergie et client et location de batterie, etc. Donc cette association, ce mix fait que cette opération a des chances de réussir. En tout cas, Renault-Nissan compte beaucoup dessus. D'ailleurs, l'opération s'est relayée par un autre accord pour le Danemark avec un énergéticien, cette fois qui s'appelle Dong Energy. J'y reviendrai parce que c'est intéressant de voir comment il y a une adéquation cette fois-ci entre un problème d'énergie et de production d'énergie et le véhicule électrique. Et puis un partenariat avec EDF qui a été annoncé récemment, au Salon de l'Auto, mais qui se traduit par des travaux concrets sur les batteries. On travaille ensemble au centre des recherches des Renardières avec EDF sur les tests de batteries. Et on réfléchit à qu'est-ce que c'est qu'un opérateur de mobilité électrique pour la France. Voilà, donc tout ça pour que l'infrastructure soit au rendez-vous de la commercialisation, en France en tout cas, dès 2011. Alors, Renault-Nissan continue à signer des accords. Là, vous avez la situation fin mars, 18 accords signés dans beaucoup de pays. Alors, ce n'est pas toujours du Renault, c'est Nissan qui est leader dans certains cas, bien entendu au Japon et en Chine. Israël, c'est plutôt Renault. La France, bien entendu, c'est plutôt Renault. Le Royaume-Uni, ça peut être du Nissan parce qu'ils sont assez présents. Voilà, donc vous avez un peu le paysage des accords qui se font en ce moment. L'île de la Réunion, c'est un projet qui nous intéresse beaucoup parce qu'il y a une volonté de rendre la Réunion complètement autonome en énergie à l'horizon 2030, de ne plus avoir d'importation d'énergie fossile. Et donc, beaucoup de photovoltaïque et un problème récurrent de stockage de cette électricité photovoltaïque qui est par définition fluctuante.